le public, si vous avez automatiquement des questions, des critiques et des suggestions, c'est à vous. Bonjour, Bina Marlène, étudiante en licence de AIJCOM. Alors, pour rebondir un peu sur ce que la dame vient de dire, vous avez dit vous-même que quand vous avez pris le cas des pêcheurs au Sénégal, qu'on leur dit par exemple qu'il ne faut pas jeter les déchets à la mer parce que dans quelques années, il n'y aura plus de poissons. Or, le pêcheur, lui, sur le moment, il voit les poissons, donc il se dit à quoi bon. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que dans ce sens, il y a déjà eu des personnes qui ont essayé un peu peut-être de modifier leur stratégie pour essayer de montrer des impacts sur le temps actuel en fait, pour véritablement sensibiliser les personnes sur la pollution par exemple. Alors, par rapport aux pêcheurs, en fait, si j'ai bien compris, votre interpellation, c'est de dire, en fait, qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour sensibiliser ces pêcheurs-là. Je la vois pas, j'aime bien. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est mis en place? En fait, ça renvoie à ce que je disais. Le temps écologique, il est vraiment différent du temps humain. Ça a été même conceptualisé. Il y a un spécialiste américain de la communication des risques qui dit, en fait, il fait une distinction entre ce qu'il appelle l'agenda de l'inquiétude et l'agenda de l'action. Quand on est face à un risque, il nous dit, un risque, ça peut être par exemple, le risque c'est que dans quelques années, le fleuve soit trop pollué, qu'il n'y ait plus de poissons. C'est un risque. Il nous dit que face à ce risque-là, on a une attitude simple. On va placer, selon l'ordre de priorité, le risque soit dans l'agenda de l'inquiétude ou bien dans l'agenda de l'action. L'agenda de l'inquiétude, c'est de dire, oui, c'est vrai que c'est important, dans quelques années, s'il n'y a plus de poissons, etc. Mais ce n'est pas pour maintenant, je le mets de côté. L'agenda de l'action, maintenant, c'est de dire, il faut que je me débarrasse de mes ordures, bon, je les mets ici parce que je n'ai pas d'autre choix. Parce que aussi, toutes les politiques qui sont mises en place pour inciter les gens, des fois, à changer de comportement, ce n'est pas forcément évident, parce qu'on met en place des infrastructures. Je n'ai pas dit que des fois, même quand on met des infrastructures, il y a un détournement. On peut mettre des poubelles dans des quartiers pour que les gens jettent là-bas leurs ordures. Vous revenez, les gens ont récupéré les poubelles pour en faire autre chose, des bassines. Donc en fait, la communication de changement de comportement, c'est très complexe. C'est pour ça que je parlais de la recherche. Il y a plein de dispositifs de recherche qui sont mis en place pour essayer de voir quel est le moyen le plus efficace, en s'aidant de la psychologie, comment faire pour inciter les gens à s'engager durablement en faveur du développement durable. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Abdou Hablo. Je suis étudiant à EJUCOM. Je voudrais juste rajouter une petite couche à ce qu'a dit la dame ici à côté par rapport à l'écologie. Il y a de cela 2 mois, je pense, on avait organisé une petite entrevue ici avec des journalistes professionnels. On avait parlé de l'écologie et du développement durable. J'avais participé en disant que ce qui s'impose à nous en tant que citoyens aujourd'hui, c'est un engagement citoyen. Engagement citoyen, c'est-à-dire quoi? En commençant par des activités aussi élémentaires que le tri des ordures, ne pas mélanger les ordures périssables et aussi les ordures en plastique. Ce serait un bon départ. Ça se fait déjà en Europe, je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas ici, chez nous. Je vais finir par une question. Vous avez, pendant votre exposé, vous avez parlé de conférences qui se sont tenues au Brésil et en Suède, si je m'abuse. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises à ce propos et qui jusqu'alors ont été suivies des faits? Merci. Alors, je vais commencer par la question de M. Abdou Wahablo. Alors, c'était par rapport, merci pour la précision, pour la contribution. Alors, par rapport aux grandes conférences, donc vous voulez que je revienne sur le Suède et Brésil. Alors, la première conférence, en fait, où la communauté internationale s'est réunie pour parler des questions de l'environnement, donc c'est la conférence de Stockholm en Suède en 1972, qu'on a appelée le sommet de l'environnement. Alors, lors de ce sommet, il y avait une opposition idéologique entre les pays du Nord et les pays du tiers-monde à l'époque. On change de dénomination, mais bon. Oui. En fait, une opposition idéologique. Pourquoi? Les pays du Nord disaient, donc les pays développés, disaient en fait qu'il fallait maintenant faire attention à la nature, il fallait la sauvegarder, parce que comme je vous le disais tantôt, ils se sont rendus compte des effets néfastes de la révolution industrielle. Donc maintenant, il faut faire attention, il faut protéger l'environnement. Et les pays du Sud disaient, ah ben non, nous, on réclame un droit à polluer, un droit au développement. Donc ça, en fait, vraiment une opposition idéologique lors de cette conférence. Mais bon, tant bien que mal, à la fin de cette conférence, ils se sont mis d'accord
pour dire en fait quand même qu'il fallait préserver l'environnement parce que les ressources n'étaient pas intarissables. C'est ça qu'on retient en fait à la fin de la conférence, avec une déclaration qui a suivi. Rio s'est tenu 20 ans après. C'est aussi un sommet important dans l'histoire du concept. Donc, la conférence de Rio au Brésil, donc on appelait le sommet de la Terre, s'est tenue en 1992. Et en fait, lors de cette conférence, on a adopté un programme d'action qu'on a appelé Agenda 21. Agenda, c'est juste pour dire calendrier. 21, c'est pour le 20e siècle. C'est juste en fait un ensemble d'actions qu'on va mettre en place en faveur du développement durable au 21e siècle. C'est ça, en fait, l'agenda 21 dans ses grandes lignes. Et la particularité de l'agenda 21, c'est que c'est une convention non contraignante. C'est-à-dire qu'on y adhère ou pas, en fait, si on veut. Et les signataires de cet agenda 21-là ont aussi signé 2 autres conventions. D'abord, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et la seconde, c'est la Convention cadre des Nations Unies sur la biodiversité. Ils se sont engagés, les pays en présence, à continuer les négociations qui se poursuivent d'ailleurs. Et en fait, en 1997, il y a eu le protocole de Kyoto qui est venu s'adosser à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et en 2010, le protocole de Nagoya sur la biodiversité qui est venu s'adosser à la Convention des Nations Unies sur la biodiversité. Donc c'est pour dire en fait ça c'est les conventions cadres, c'est les grands documents, les grandes conventions et puis derrière il y a des avenants à chaque fois en fait qui viennent enrichir. Je pourrais détailler après si vous le souhaitez. Donc principalement, voilà, c'est ça qu'il faut retenir en fait. Pour Suède, c'était le sommet de l'environnement, opposition idéologique entre pays du Nord et pays du Sud. Et pour Rio, en fait, c'est l'agenda 21 en fait qui est souvent cité, qui a été mis en œuvre et les 2 conventions cadres que je viens de citer. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Mohamed Diédiou, je suis juriste environnementaliste à la base et par ailleurs assistant parlementaire en environnement. J'aimerais juste peut-être apporter une petite précision que la dernière COP c'était à Katowice en Pologne. Et vous avez parlé de la COP 21. C'est juste pour apporter une petite précision par rapport à cette question. Alors, parlant de la thématique, nous savons que communiquer sur ces aspects de développement durable obéit au respect d'une certaine dynamique, d'autant plus que les cibles ne sont pas les mêmes. Or, les problèmes auxquels les populations sont confrontées n'ont pas de solution, n'est-ce pas, unique, mais plutôt globale. Au Parlement, les parlementaires sont censés plus ou moins communiquer sur ces aspects, notamment l'environnement, aujourd'hui qui occupe une place importante au sein du PSE. Et cela m'amène à poser la question de savoir, existerait-il des principes qui gouvernent cette communication? Alors, est-ce qu'il existe des principes qui gouvernent cette communication sur le développement durable? Je vais peut-être citer un travail qui a été fait par le Programme des Nations Unies sur l'environnement. C'est un travail assez ancien, hein. Je pense qu'il date de, si je ne dis pas de bêtises, de 2005, je pense. 2005 ou 2007, il faut que je vérifie. Mais en tout cas, c'est un programme, c'est un document qui a été élaboré par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui en fait essaie d'ériger quelques petits principes pour une communication sur le développement durable efficace. La première chose que nous dit ce document, c'est qu'en fait, l'homme n'est pas un être rationnel. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on communique sur des valeurs universellement partagées, respect de l'autre, équité, égalité, que forcément on va susciter l'adhésion de la population. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que nous le savons tous, des fois, nous sommes capables de faire un peu la sourde oreille quand ça nous arrange. Je prends un exemple simple. Il y a quelques années, je regardais, il y avait des petites pastilles, des petites vidéos qui étaient diffusées à la RTS. Je pense qu'ils le font toujours d'ailleurs, pour sensibiliser à la prévention routière. Et je me rappelle, il y avait une jeune femme, elle avait son enfant derrière son dos. Elle a traversé l'autoroute, en fait, vers le Dantec, Nabil Choucair, là. Et en fait, juste derrière, le journaliste vient vers elle et lui dit, mais qu'est-ce que vous pensez des gens qui traversent en ayant des enfants l'autoroute, c'est dangereux, etc. Elle dit, mais non, mais c'est tout à fait inconscient, c'est choquant, etc. Alors qu'en fait, 2 minutes avant,
Voilà, elle avait fait. Donc, c'est juste pour dire qu'on n'est pas toujours rationnel, en fait, dans nos comportements. Donc, ça, en fait, ils nous disent qu'il faut faire attention à ça. L'autre chose, et je pense qu'on l'a évoqué un peu, c'est que quand on communique sur le développement durable, il faut s'assurer que derrière, il y a les infrastructures nécessaires. Quand on sensibilise les gens, par exemple, je prends toujours la question de gestion des déchets, il faut faire en sorte que derrière, qu'ils aient des moyens, des outils pour y arriver. C'est comme si vous organisez une opération de nettoyage en 7-7L et que derrière, vous n'avez pas de pique, vous n'avez pas de pelle, vous n'avez pas de balai, vous n'avez rien. Et vous dites aux gens, venez, nous allons faire une opération de nettoyage. Vous voyez, il y a un problème. L'autre chose qu'ils nous disent, c'est qu'il faut être original en matière de communication sur le changement climatique. C'est-à-dire que là, les communicants, vous pouvez faire travailler votre originalité pour inciter, intéresser les gens. Ils nous disent aussi qu'il faut un soutien politique important. Vu vos casquettes, donc vous savez aussi bien que moi, je pense que le soutien politique est important dans la communication pour le développement durable. Parce qu'avec la meilleure volonté, si derrière on n'a pas le soutien politique nécessaire, le plus beau, le plus dynamique, le plus original des projets de communication n'ira pas bien loin. Parce que derrière, il faut des moyens, parce que c'est un projet de vie et que voilà, il faut une cohérence dans les actions, une cohérence entre les discours et les actes. Je rajouterai aussi qu'il faut former des professionnels, des gens qui s'y connaissent en communication publique, en communication sur le développement durable. C'est important. Je parle par expérience personnelle. Je connais des projets où, en fait, les personnes qui s'occupaient, c'est des projets qui touchaient le développement durable, les personnes qui sont chargées de ce projet-là n'y connaissaient pas grand-chose. Ils étaient même incapables de vous dire c'était quoi un développement durable. Ils étaient là parce que des fois, c'était des postes politiques. Donc, il est important aussi que dans la structure, dans les gens, dans la mise en œuvre de tous ces projets-là quand même, qu'il y ait des gens qui s'y connaissent, qui au moins, l'idée c'est pas de dire qu'il y ait que des spécialistes, hein, parce qu'on apprend aussi dans la diversité, mais au moins qu'il y ait des gens pour soutenir le dispositif. Voilà, j'espère avoir donné quelques pistes de réponse. Merci pour toutes ces questions, contributions et interpellations. Merci à Madame Ndiaye pour cet exposé. Bon, j'avoue que j'ai beaucoup appris parce que j'avoue que je n'avais aucune idée de ce qu'était le développement durable. Qu'est-ce qu'il faut entendre par le développement durable? Quel lien il peut y avoir entre deux concepts qui semblent n'avoir aucun terrain de connexion? On entend parler de communication dans beaucoup de domaines, mais rarement en ce qui concerne le développement durable. Et le développement durable est devenu un concept fourre-tout. Aujourd'hui, on y entend cette chose, demain son contraire. Et c'est important, dans ces cadres-là, de faire parler quelqu'un qui est passionné par le sujet. On le voit tout au long de l'exposé, avec une structuration, des exemples qui sont concrets et qui nous poussent peut-être à réfléchir, à nous intéresser un peu plus à ces problématiques-là. Parce que je pense au-delà de ce que les passionnés, de ce que ceux qui font la recherche font, le citoyen comme vous et moi avons peut-être une toute petite obligation en ce qui concerne notre niveau d'information sur ces problématiques-là. Parce que sinon, le minimum même du débat public, on ne pourra pas poser les bonnes questions sur ces questions-là à ceux qui s'y connaissent pour qu'on soit un peu plus éclairé. Je pense que pour moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Et je vous laisse votre dernier mot. Je vous remercie, donc, cher public, en vos titres, grades et qualités, pour votre intérêt pour mon exposé. Je prends toutes les questions, les interpellations, ça va me permettre d'enrichir mon travail. Je vous remercie infiniment pour ça. C'est toujours très enrichissant d'aller à la rencontre du public parce qu'on apprend toujours beaucoup et ça permet derrière de se remettre en question et de faire des progrès, si je puis dire.